Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est le mercredi 3 juin 2026. Et notre cher ami, notre frère, Pepe Escobar, en direct de Moscou, est avec nous. Bienvenue à nouveau, Pepe. Tu es connu dans le monde entier. I know. all around the world. Tell me about it. Greetings, Nima. Ah, Greetings, raconte-moi ça. everyone. Greetings from Eh bien, Moscow. salut Nima. It's, Salut à 11 tous. minutes Salutations depuis p.m. Moscou. in Moscow. Il est 11h10 du soir ici à Moscou. Dans quelques heures, je dois me lever parce que je prends le premier train pour Saint-Pétersbourg pour le Forum international, dont d'ailleurs l'inauguration a eu lieu aujourd'hui. Demain et vendredi, ce sont les journées les plus importantes. C'est pour ça que je préfère partir tôt demain matin. Et aujourd'hui, il y a eu, disons, une commémoration ukrainienne. Vous pouvez le croire? Des drones guidés par Starlink ont attaqué un terminal pétrolier à l'extérieur de Saint-Pétersbourg. Pas dans la ville, mais juste à l'extérieur, pas très loin de l'aéroport. Outside of Saint Petersburg, not far from the airport. So when I land tomorrow morning, I can even look at it from the window. Alors, quand j'atterrirai demain matin, je pourrai même le voir depuis le hublot de l'avion. Et devinez quoi? Vous savez qui est en ville pour le forum de Saint-Pétersbourg? Le père d'Elon Musk, Elon Musk, qu'on avait rencontré l'an dernier quand il était venu à un forum ici à Moscou. C'était en février, si je me souviens bien. Donc il est en ville, et vous savez, les drones avec Starlink, le petit cadeau de son fils. Le truc, c'est que tout ça est complètement absurde. Et ils pensent qu'ils vont intimider les Russes, parce que le jour du forum économique le plus important de l'année en Russie et l'un des plus importants de toute l'Asie, ils croient vraiment qu'ils vont les intimider avec ça. In Russia and one of the most important in all across Asia, they're going to be intimidated by that. Here we are. Well, this is going to be one of Nous y voilà. Eh bien, ça va être l'une des meilleures discussions, en dehors bien sûr des tables rondes à Saint-Pétersbourg. Il y a des tables rondes très intéressantes sur l'organisation de coopération de Shanghai, sur les BRICS, sur l'investissement. L'invité d'honneur cette année, c'est l'Arabie Saoudite. Mais c'est assez intéressant, Nima. MBS ne vient pas. Pourquoi? Parce qu'il a trop peur de quitter l'Arabie Saoudite, de quitter Riyad. Peur de prendre l'avion, peur d'un coup d'État interne, peur de ce que les Américains pourraient inventer. N'oublions pas que l'Arabie Saoudite se trouve en quelque sorte dans le camp de la paix avec l'Iran, en quelque sorte. Mais ils ne sont pas en guerre contre l'Iran comme le sont les Émirats. Donc il ne vient pas. Il a envoyé le ministre de l'Industrie. Mais cette année, ce sont eux les invités d'honneur. Alors, petite histoire pour tout le monde. Il va y avoir beaucoup d'accords commerciaux, beaucoup de pays du Sud global qui vont discuter avec les autres, essayer de conclure des deals dans l'énergie, l'intelligence artificielle et tout ça. Et puis vendredi, on a le grand moment, la séance plénière. En général, à l'heure de Moscou, c'est vers 3 ou 4 heures de l'après-midi. Donc, Poutine fait un discours qui dure en général une quarantaine de minutes. Ensuite, il fait venir les invités d'honneur, dont les Saoudiens. Et là, il y a la séance de questions-réponses. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que je suis sûr que beaucoup de questions vont porter sur « bon, et maintenant, qu'est-ce qui se passe avec cette guerre ?» So what happens now with this war? Are you going for the jugular like you did Est-ce que vous allez frapper fort, comme la dernière fois avec les Zircons, les Sarmat, tout ça, les missiles balistiques et hypersoniques sur Kiev? L'idée, c'est d'écraser complètement le complexe militaro-industriel autour de l'Ukraine, dans les semaines et les mois qui viennent. C'est bien ça? Si Poutine dit oui, Nima, et vous tous, ça veut dire que l'ours en a vraiment assez. Et voilà, on y va, on détruit tout, enfin, tout ce qui concerne le complexe militaro-industriel, bien sûr. Et il y a toujours la possibilité de frapper les petits chihuahuas baltes, parce que la plupart de ces drones viennent aussi de l'extérieur de l'Ukraine. Donc, on entre dans une nouvelle phase de cette guerre sans fin. Et ça, on le sent déjà. Vous savez, je suis arrivé ici de Shanghai ce week-end, et j'ai déjà parlé avec pas mal de gens. Sorry. And I talked to a lot of people already. Prends une gorgée.
And obviously, my cough is too cold. Et évidemment, ma toux Okay, guys, continue but toujours. this means that Bon, les amis, from the mais ça ground veut level, dire que du terrain jusqu'au milieu de la diplomatie, des think tanks, des services de renseignement, et demain, quand je verrai des hommes d'affaires, il y a déjà un consensus. Tout ça a duré trop longtemps. Il est temps d'ajuster la stratégie. Ça ne concerne pas seulement la guerre d'usure que la Russie mène depuis 2022. Maintenant, il faut passer à l'étape suivante, parce que la guerre a changé. C'est devenu une guerre de drones organisée par l'OTAN. Donc, il faut s'attaquer à la source. Et tout le monde en parle. Vous avez vu ce que font les Iraniens. Alors aujourd'hui, ceux qui prennent les décisions en Russie regardent l'Iran et ils le voient comme un exemple. Bien sûr, on ne peut pas comparer les deux guerres parce qu'elles sont totalement différentes. Et l'Iran, par exemple, dans sa lutte contre Israël, affronte une puissance militaire qui n'a aucune ligne rouge. C'est une puissance militaire génocidaire. Et les Américains, au début de la guerre, pendant les 40 et quelques jours du conflit, détruisaient aussi des infrastructures civiles iraniennes. Les Russes, eux, continuent de penser que, enfin, la réalité dit tout autre chose. Ils se disent, ce sont nos frères slaves, peut-être qu'ils reviendront un jour dans le giron. Non, il faut oublier ça. Ils sont complètement endoctrinés. Une forme d'entente entre l'Ukraine et la Russie prendra au moins 2 générations, voire plus. La campagne de lavage de cerveau a été tellement forte que la russophobie domine partout en Ukraine, surtout dans l'ouest du pays, bien sûr. Donc, évidemment, la Russie doit revoir complètement son approche de la guerre. Et les gens commencent maintenant à diriger leurs critiques directement contre Poutine. Et ça, c'est une affaire très, très sérieuse. Il y a des élections ici en Russie en septembre. Donc le parti de Poutine pourrait perdre beaucoup de voix à cause de ça. J'en parlais il y a 2 jours avec des personnes qui connaissent bien le fonctionnement du système et le mécontentement grandit, ainsi qu'une certaine, je ne dirais pas une impression d'insécurité, mais il y a déjà, dans de nombreuses régions de Russie, une vraie inquiétude, une angoisse même, à l'idée de se dire, bon, on va encore avoir une attaque de drone ici. Donc, du point de vue du maintien de la stabilité en Russie, ce n'est vraiment pas bon. Et il y a bien sûr déjà un énorme débat pour savoir si le ministère de la Défense a tout simplement échoué, sans se rendre compte que la logique de la guerre a changé radicalement, surtout cette année, pendant ces premiers mois. Et maintenant, c'est une guerre de drones terroristes. Peut-être qu'ils n'étaient pas prêts à ça. Donc, je dirais que ce sont là quelques-unes des questions les plus urgentes autour du Forum de Saint-Pétersbourg, en dehors des accords économiques, bien sûr. Et c'est intéressant, parce qu'une grande partie du Sud global est déjà arrivée aujourd'hui, et d'autres arrivent demain. Beaucoup viennent d'Asie de l'Ouest. Apparemment, Nima, il y a beaucoup de participants venus d'Iran. Intéressant. Pas seulement d'Arabie Saoudite et des Émirats, malheureusement, même si les Émirats et la Russie entretiennent une relation très étroite. Et bien sûr, l'Inde. Une forte délégation chinoise aussi. Beaucoup d'Africains également. Donc, je dirais qu'une bonne partie du Sud global vient ici pour faire des affaires. C'est le côté positif. Mais évidemment, tout ça va être plus ou moins éclipsé par une question. Que va-t-il se passer maintenant avec cette guerre? La situation au sein de la société russe. Vous avez évoqué la façon dont les gens perçoivent ce qui se passe sur le champ de bataille. Il y a une forme de frustration parce qu'ils voient ce qui se passe avec la guerre et la manière dont les Ukrainiens utilisent ces drones contre des civils en Russie. Ils ne trouvent pas la réponse aussi rapide qu'ils le souhaiteraient. Ils aimeraient quelque chose de plus direct ou de plus dur contre l'Ukraine. Beaucoup plus difficile, absolument.
Si vous parlez avec des gens liés au service de renseignement, leur logique, c'est allons directement à la tête du serpent. Ce qu'on aurait déjà dû faire d'ailleurs. Et du côté des think tanks ou des diplomates, ils sont un peu plus mesurés, mais eux aussi disent il faut quand même ajuster certaines choses. Au final, tout ça confirme ce que notre ami le professeur Karaganov répète depuis des mois. Et je crois que je vous en avais parlé. Lors de mon dernier jour ici, fin février, 4 jours avant le début de la guerre menée par les Américains contre l'Iran, c'était ma dernière nuit à Moscou. J'ai eu une discussion off the record avec le professeur Karaganov dans son bureau à la Haute École d'économie. Je lui ai promis que je ne publierais rien sur cette conversation. C'est pour ça, parce que c'était une discussion totalement libre, vraiment excellente. Mais il y a quand même un point dont je peux parler. Il disait déjà que le seul langage que les Européens et l'OTAN comprennent, c'est la peur. Donc ça veut dire qu'on doit ajuster notre approche. Apparemment maintenant, le grand ours là-haut, celui qui doit prononcer son discours vendredi, a reçu le message. Et aujourd'hui, c'est pratiquement un consensus national, Nima, surtout après l'équivalent russe du massacre des filles de Minab à Starobelsk, dans le Donbass. C'était, pardonnez-moi la métaphore affreuse, une sorte de mini-Minab. On n'a pas eu bien sûr 168 filles mortes, mais 21 enfants et adolescents tués, ce qui reste horrible. Du point de vue russe, c'est, vous savez, totalement inadmissible. Donc, il pousse à une réaction très très dure. Maintenant, c'est à l'ours de décider comment tout ça va évoluer. Bon, chaque semaine, en gros, ils ont assez de missiles pour mener une attaque massive s'ils le veulent. Et ils ont déjà la carte des cibles de toutes les installations vitales. Production de composants, usines de drones, liaisons, complexes militaro-industriels, et ainsi de suite. Il ne reste plus qu'à le faire. Pepe, je crois que tu as parlé du cas de l'Asie de l'Ouest. Et tu as mentionné l'Arabie saoudite, l'Iran, les Émirats arabes unis. Tous ces pays qui sont engagés dans des guerres actives au Moyen-Orient. Eh bien, ils seront tous à Saint-Pétersbourg. Mais hier soir, il y a eu une confrontation entre l'Iran et les États-Unis. Et ce n'est pas la première fois qu'ils s'affrontent. Ce qui est important, c'est que depuis le début du cessez-le-feu, c'est la première fois que l'Iran mène une attaque d'une certaine ampleur, je dirais. You're en retard. Ce n'était pas comme ça avant, mais c'était déjà important, parce qu'ils ont frappé beaucoup de ces pétroliers près des Émirats arabes unis. Ils ont touché des cibles à Bahreïn, au Koweït. L'aéroport international du Koweït a même été directement touché. C'est nouveau, et le ministre des Affaires étrangères iranien a déclaré que toute attaque contre l'Iran serait immédiatement suivie d'une riposte. Immédiatement. Oui, exactement. Et bien sûr, le corps des gardiens de la révolution islamique dit que ce ne sera pas symétrique. Cette fois, ce sera une fois et demie plus dur que l'attaque américaine. Donc c'est plus symétrique du tout. À chaque attaque américaine, la riposte sera une fois et demie plus violente. Et ça pourrait aller jusqu'à 2 fois, voire 3 fois plus violente. Autrement dit, il n'y a plus de règles. Ils visent la jugulaire, tu vois. Ces bases au Koweït, ces 2 bases au Koweït. Très très importantes. Et bien sûr, attaquer directement la 5e flotte, ça c'est impressionnant. Franchement, c'est quelque chose. Et au passage, toutes ces histoires bidons sur une attaque de l'aéroport civil du Koweït, c'était du vent. C'était une défaillance de quoi? Encore une fois des patriotes? En réalité, l'aéroport de Koweït City a été touché par des patriotes américains défectueux. Voilà, donc ça va continuer. Et évidemment, une fois de plus, ça prouve à tous ceux qui ont un minimum de bon sens qu'il n'y a pas de cessez-le-feu. Le cessez-le-feu, c'est même pas une blague.
Just imagine how Imagine un peu, on est en pleine guerre dans ce genre de conflit. Et là, Donald Trump parle aujourd'hui. Il a dit qu'il allait rencontrer le guide suprême de l'Iran. supreme leader of Iran. Yes, he's going to call Mustafa. Oui, il va appeler. Mustafa, je peux intervenir. Et on va prendre une glace ensemble à Téhéran? Oui, bien sûr. Et les Iraniens vont dire « Venez ». Écoutez, on atteint des niveaux de sénilité qu'on n'avait pas vus depuis la précédente administration ottomane, non? Mais bon, c'est une autre histoire. Alors Nimaj doit revenir sur la bombe de la semaine, celle que Larry et moi avons révélée lundi. Et pour ça, on se prend des critiques de partout. Rien d'étonnant. Larry a des décennies d'expérience à la CIA. Et moi, j'ai des décennies d'expérience comme correspondant à l'étranger, un peu partout. Donc, on a l'habitude d'être attaqué. Quand des gens stupides ne comprennent rien, ils s'en prennent aux messagers. C'est exactement ce qui se passe. Eh bien, c'est très, très important. Which is the case. Well, very, very important. On Monday, Larry and I, along with Zulfikar, Lundi, Larry et moi, avec Zulfikar Ali, on a travaillé sur un nouveau projet, le lancement d'une plateforme appelée PowerShift. La semaine dernière, on a reçu des infos d'une source vraiment solide, du plus haut niveau, sur ce qui s'est passé entre le président Pezeshkian et le premier ministre pakistanais Sharif. C'était un appel téléphonique jeudi dernier qui a duré 1h45 et notre source avait le compte-rendu complet de cette conversation. Et pendant cet appel, il s'est passé quelque chose d'extrêmement important. Le président Pezeshkian a dit à Sharif au téléphone, premièrement, qu'il n'y aurait plus de négociations nucléaires à partir de maintenant. Deuxièmement, pourquoi? Parce que les Américains ne respectent pas l'ordre iranien concernant la procédure dont l'Iran parlait, en gros, tous les jours. that Iranians was, basically talking about every day. First, you end all wars, including D'abord, on met fin à toutes les guerres, y compris les blocus, y compris la guerre menée par Israël contre le Liban et le Hezbollah. Deuxième point, on commence à parler du détroit d'Ormuz. Et ce n'est qu'à la troisième étape qu'on en vient à envisager un nouveau dossier nucléaire. Alors, Pezeshkian a dit, premièrement, plus aucune discussion nucléaire. Deuxièmement, non, même pas l'idée lointaine d'ouvrir des négociations qui pourraient mener à un nouvel accord nucléaire, une sorte de JCPOA affaibli. Même pas ça, disent les Iraniens. Et troisièmement, et c'est le point crucial, je veux citer les mots exacts tels que la source nous les a rapportés. Voilà, Nima. Voilà ce que Pezeshkian a dit. Donc on peut supposer que la conversation s'est tenue, je dirais, en farsi et en ourdou, au téléphone. Farsi and Urdu on the phone, maybe with an English translator for both. Peut-être qu'il y avait un traducteur anglais pour les deux côtés, parce que Pezeshkian ne parle pas anglais. Sharif, lui, oui. Donc il y avait bien un traducteur. Peut-être que c'est une traduction directe du farsi vers l'anglais. Pezeshkian aurait dit, si les menaces américaines persistent, ce qui est le cas, nous devrions procéder à la détonation d'un engin nucléaire sur le sol iranien, non pas comme un acte de guerre, mais comme une démonstration souveraine, irréversible de notre capacité à contrôler l'escalade. Franchement, difficile de faire plus explosif que ça, non? Alors, qu'est-ce qui s'est passé juste après? D'abord, Nima. Tu sais très bien que Pezeshkian ne dirait jamais ça au premier ministre pakistanais sans en avoir parlé avant avec l'ayatollah Mostafa Khamenei. C'est évident, non? It's quite obvious, isn't it? Oui, Assuming our source is in fact, En partant de nos sources, en fait, Larry et moi, on a continué à poser des questions jour après jour, jusqu'à ce qu'ils nous disent, écoutez, si je ne voulais pas que ces informations soient rendues publiques, je ne les aurais jamais transmises à mon contact pakistanais, qui vous les a ensuite fait parvenir. Donc lui, je dirais qu'il soutient ces infos à 100%, même plus. Parce que ce type, il est dans la conception même du projet. Il participe directement, enfin, indirectement, aux négociations entre l'Iran et les États-Unis, du côté pakistanais. Autrement dit, il est tout en haut de la chaîne. Alors, qu'est-ce qui pourrait pousser l'Iran à passer d'une position d'ambiguïté nucléaire, qui est sa position actuelle, à une démonstration incontestable sur son propre sol?
Et bien sûr, tout le monde se pose les mêmes questions évidentes. And of course, everybody's asking the obvious questions. Okay, what kind of bomb is that? D'accord. Quel genre de bombe est-ce? Est-ce une bombe iranienne, c'est-à-dire entièrement développée en Iran? Et c'est tout à fait possible, parce que l'Iran a d'excellents scientifiques. Ce ne serait pas un problème pour eux de développer une arme nucléaire. Est-ce qu'ils ont eu de l'aide extérieure? Dans ce cas, il y a quelques candidats. Le premier, c'est la Russie. Est-ce qu'ils ont obtenu, disons, une bombe déjà prête, soit du Pakistan, soit de la Corée du Nord? C'est aussi possible. Ont-ils reçu des informations ou une assistance de la Corée du Nord? Parce que les discussions au niveau nucléaire entre l'Iran et la Corée du Nord sont très soutenues depuis un bon moment. Donc évidemment, personne ne sait vraiment ce qu'il en est, et la source n'a pas donné plus de détails. D'abord parce qu'il nous racontait simplement ce qui s'était dit pendant l'appel téléphonique. Donc, ça veut dire que Pezeshkian n'avait pas besoin d'expliquer quoi que ce soit au Pakistan à propos du programme nucléaire iranien, parce que les Pakistanais savaient déjà tout. Alors, qu'est-ce qui s'est passé juste après? Eh bien, Sharif, le Premier ministre, quand il a entendu ça, il a dit « Waouh !» Il a compris à quel point c'était sérieux. Du coup, il a ordonné à son ministre des Affaires étrangères, Dar, qui se trouvait à New York, d'appeler les Américains tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé Marco Rubio. Et là, Marco Rubio lui a dit « Non, viens à Washington ». Le lendemain, il part donc à Washington, il s'assoit en face de Rubio et il lui explique toute l'histoire. C'était le 29 mai, Nima, vendredi dernier. Et devine ce qui s'est passé le 29 mai, vendredi dernier. Trump a arrêté de parler, d'agir et de donner des ordres pour toute action militaire contre l'Iran. Juste après ça. Bon, nous revoilà cette semaine. En gardant à l'esprit, encore une fois, que la capacité d'attention de Trump est celle d'un gamin et qu'il ne tient que quelques secondes ou quelques minutes. Peut-être qu'il a même oublié ce que Rubio lui a expliqué la semaine dernière. C'est bien Rubio qui l'a briefé, non? Donc maintenant, on reparle d'action cinétique. Mais on sent déjà un ton différent chez Trump. Depuis quelques jours, il ne menace plus l'Iran. Et là, on en arrive à ce moment du genre. Ah d'accord, je vais faire un saut à Téhéran pour prendre une glace avec Mostafa Khamenei. Avant, il disait qu'il allait anéantir l'Iran, le renvoyer à l'âge de pierre, exterminer une civilisation, tout ça. Donc oui, le ton a changé. Donc c'est déjà quelque chose d'assez important. Parce que, et là il y a un élément en plus. Deux choses que Dar a dites à Rubio, en face à face à Washington. Premièrement, l'Iran ne renoncera à aucun de ses stocks d'uranium hautement enrichi. Rien du tout. Et c'est une position définitive. Les États-Unis ne peuvent tout simplement pas la faire changer. On sait tous que l'Iran n'a jamais accepté de transférer de l'uranium hautement enrichi en dehors de son territoire. On le savait déjà. Mais maintenant, les Américains ont une confirmation directe du ministre pakistanais des Affaires étrangères. Et deuxièmement, Dar a dit à Rubio que la Chine est directement impliquée parce qu'elle a livré des systèmes de défense stratégiques de pointe, notamment des manpads portatifs, en passant par des pays tiers. Comme ça, ils gardent une forme de déni plausible. Vous avez une rumeur selon Valise. Les Américains disent que la Chine de la technologie de pointe à l'Iran. Supplying high tech to Iran. Well, they already suspected that. So now they got a... Eh bien, ils s'en doutaient déjà. Mais là, ils ont eu une confirmation directe du ministère pakistanais des Affaires étrangères. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce trio, cette alliance stratégique, c'est l'Iran, le Pakistan et la Chine qui travaillent ensemble. Alors tu peux imaginer, Nima, à quel point les Américains sont paniqués après ça. Et ils ne peuvent rien y faire. D'abord, parce qu'ils comptent sur les Pakistanais pour les aider à trouver une sorte de sortie de crise avec l'Iran. Même si, clairement, les Américains ne savent pas du tout ce qu'ils veulent. Premièrement,
ils changent leurs exigences d'un jour à l'autre. S'ils tombent d'accord sur quelque chose, le lendemain, ils reviennent dessus. Donc, la possibilité d'un accord entre l'Iran et les États-Unis, je dirais qu'elle est inférieure à 0 à ce stade. Et s'il n'y a pas d'accord, qu'est-ce qu'ils vont faire, les Américains? Ils vont relancer la guerre. What the Americans are going to do? They're going to restart the war? No, it's impossible for them. They don't have the means. Non, c'est impossible pour eux. Ils n'en ont pas les moyens. L'opinion publique américaine y est totalement opposée. Ils savent que chaque scénario les mènerait à un bourbier encore pire que la situation actuelle. Et pire encore, les Iraniens sont prêts à ce que la guerre continue. C'est ce qu'ils montrent avec ces provocations, les unes après les autres. Bon, alors maintenant, on répond 1,5 fois plus fort et bientôt peut-être davantage. Mais ils ne sont pas intimidés. Au contraire. Voilà où nous en sommes. Concernant cette hypothétique bombe nucléaire, j'attends une réponse de l'Iran. Et Nima, et vous tous, c'est avec nos amis de The Cradle. Je suis sûr que vous savez que je suis aussi chroniqueur pour The Cradle. Je leur ai donc envoyé l'article que j'ai déjà écrit, qui reprend en gros tout ce que je viens de vous expliquer ces dernières minutes. C'est dans la chronique. Et ça va finir sur le bureau de l'un des membres du cercle rapproché de Mojtaba Khamenei. Et c'est ça qui est intéressant. Il m'a dit oui, je vais répondre. Ça devait être pour ce soir, mais ce sera sans doute demain soir. Demain soir, je dirais, selon le fuseau Iran-Moscou. Donc quand on arrivera à vendredi, on aura déjà une réponse quasiment officielle, parce que ce type est tout en haut de la hiérarchie à Téhéran. Ensuite, je veux publier la chronique qui raconte toute l'histoire, y compris la position officielle iranienne. Et voilà, c'est tout. On peut donc imaginer que les Iraniens vont sans doute opter pour une forme de déni plausible, parce que c'est extrêmement sensible. Mais peu importe, ils peuvent formuler ça d'une manière que les Américains appellent une réponse sans réponse. Et ce sera assez subtil. Les Iraniens sont passés maîtres dans cet art pour qu'on puisse l'interpréter comme on veut. Évidemment, ils ne vont pas dire que leur président a menti au Premier ministre pakistanais. Ce n'est pas le cas. Et si Raisi a vraiment dit ça à Sharif, c'est qu'il avait reçu le feu vert d'en haut. Aucun doute là-dessus. Et clairement, c'était une façon de dire « on en a marre de toutes vos conneries ». Point final. Si vous continuez à nous provoquer, voilà ce qu'on fera. Il faut que vous en teniez compte à partir de maintenant. Voilà où on en est, Nima. C'est une situation extrêmement complexe et sensible. Mais on a eu la chance d'avoir la confiance de personnes impliquées dans les négociations qui nous ont transmis ces informations par nos contacts pakistanais. Larry et moi, on a participé à plusieurs podcasts pour essayer d'expliquer tout ça. Et maintenant, avec vous, on essaie encore d'expliquer où en sont les choses et pourquoi on fait confiance à ces informations. C'est ça, le plus important. Je ne parle pas d'agenda caché, de trucs derrière tout ça, non. Par exemple, il y a déjà plein de gens stupides, complètement idiots, qui nous accusent d'être des agents de l'ISI. Franchement, faut pas exagérer. Écoutez, j'ai beaucoup travaillé au Pakistan. Vous imaginez? Il y a 25 ans, on m'accusait déjà d'être un agent de l'ISI parce que je faisais des allers-retours entre le Pakistan et l'Afghanistan. Pareil. Certaines choses ne changent jamais, hein? Mais ces gens n'ont aucune idée de la façon dont fonctionne l'information à ce niveau-là. Et bien sûr, notre rôle en tant qu'analyste indépendant, si on tombe sur quelque chose comme ça, c'est de le rendre public, aussi explosif que ce soit. Bon, ça c'est la version courte d'une histoire très complexe, et toujours en cours. C'est en cours. On aura d'autres infos demain, et on a déjà quelque chose qu'on pourra révéler la semaine prochaine. Les relations entre l'Iran et le Pakistan autour du nucléaire sur les 40 dernières années. Et on a toute la documentation. Ce week-end, Larry et moi, on va lire les documents. Voilà où on en est.
So that's where we are. Pepe, did the source say what was the Pepe, necessity est-ce que la of source a announcing expliqué this pourquoi by l'Iran a ressenti le besoin de faire cette annonce maintenant? Parce que franchement, ça ne me paraît pas nécessaire. Quand on regarde la guerre, ils n'en ont pas besoin. Ils ont déjà gagné, d'une certaine façon, contre les États-Unis avec des armes conventionnelles. Ils contrôlent le détroit d'Ormuz. Alors, pourquoi cette annonce? Je parle du contexte des discussions entre les deux présidents, de ce qui a poussé l'Iran à devoir en parler. You're absolutely right. And before Tu as tout à fait raison. Et avant que tout ça n'arrive, j'ai publié une chronique. Oh mon Dieu. Oui, j'ai publié une chronique au début de la semaine qui retraçait en gros ce qui s'était passé la semaine précédente avant cet appel téléphonique. Attends, je vais voir si je la retrouve. Oui, l'Iran, l'art de contrôler la domination dans l'escalade. Cette chronique a été publiée, si je ne me trompe pas, lundi. Samedi? Non, pardon, lundi. Oui, lundi, sur Strategic Culture. Et là, j'y parle de ce qui se passait du côté des provocations américaines, les unes après les autres. Et bien sûr, le CENTCOM évoquait des attaques contre des radars et des sites de commandement iraniens, y compris sur l'île de Keshm, selon leur terminologie, des frappes dites de légitime défense. CENTCOM terminology, self-defense strikes. And the IRGC Aerospace Force, Et la force aérospatiale des gardiens de la Révolution, leur réponse, c'est qu'ils ont déjà visé une base aérienne au Koweït, en affirmant que les cibles prévues avaient été détruites et que le régime américain mentait, comme d'habitude. On entre donc déjà dans un cycle d'escalade très dangereux. C'est ce qui se passait la semaine dernière, avant qu'on ait cet appel téléphonique. Ce que la source n'a pas précisé, c'est qui a appelé qui. Par exemple, on ne sait pas si c'est Sharif qui a appelé Pozeshkin, ou l'inverse. Mais ils nous ont donné, en gros, le cœur du sujet pendant cette très longue conversation d'une centaine de minutes. Donc ça pourrait être les Iraniens qui essayent de dire au médiateur « Écoutez, on en a assez ». Voilà, c'est tout. Et on n'arrête pas de vous le dire, on en a assez. On a tout essayé sur le plan diplomatique. Les Américains changent sans cesse les règles du jeu et ils violent constamment le cessez-le-feu. Alors, pour l'Iran, tout ça revient au même. Ils ne sont pas dignes de confiance et ils ne comprennent qu'un message clair si on leur envoie un message clair. Évidemment, ils parlent aux médiateurs et leur disent « Écoutez, vous devez prévenir la Maison-Blanche. C'est notre position définitive. » Et s'ils ne mettent pas fin aux provocations, eh bien c'est la troisième étape dont Pozeshkin a parlé. S'ils ne cessent pas les provocations, nous sommes prêts à mettre fin à notre ambiguïté nucléaire. C'est bien sûr la révélation explosive de cet appel téléphonique. Donc, quelle que soit la réponse qu'on va obtenir de cette personne, qui est très proche de Mostafa Khamenei, et je suis vraiment curieux de voir ce qu'elle va dire, ça laissera sans doute la question ouverte. Par exemple, il pourrait nous dire quelque chose de tout à fait crédible concernant une révision par l'ayatollah Mostafa Khamenei de la posture nucléaire de l'Iran. Et ça, c'est déjà un sujet de discussion en Iran, non? Sérieusement. Ces fatwas de Khomeini et du père de Khamenei, faut-il les adapter à une nouvelle situation où l'Iran se retrouve sous une menace existentielle? C'est tout à fait possible, faisable, logique. Et bien sûr, cela impliquerait que Mostafa Khamenei commence déjà à laisser son empreinte, à définir son héritage. Et c'est quelque chose qu'on peut présenter à l'opinion publique iranienne, et que tout le monde comprendrait. Regardez, nous sommes obligés de le faire, sinon les provocations ne s'arrêteront jamais. Et on va entrer dans un cycle sans fin, un cycle toxique de provocations américaines, de fausses attaques qui cherchent à nous pousser à réagir. Ensuite, on nous reproche notre réaction, puis viennent d'autres attaques américaines. Et cette spirale continue, sans jamais s'arrêter. Évidemment, la nouvelle direction iranienne ne veut pas de ça.
Elle veut que toutes les guerres cessent. Mais comment convaincre les Américains que toutes les guerres doivent s'arrêter? Il n'y a pas d'autre solution, vu leur obsession pour les armes nucléaires. Ils disent même, « Regardez, maintenant, nous sommes la Nouvelle-Corée du Nord. Vous voulez venir ici et nous attaquer ?» Mais bien sûr, Nima, tu le sais mieux que moi, mieux que quiconque. Il y a l'aspect théologique de l'Iran, l'aspect chiite de la théologie iranienne, et Mostafa ira directement à l'encontre des politiques de Khomeini et de son père. C'est donc la décision la plus lourde de conséquences qu'on puisse imaginer, non? Mais je dirais que la réalité sur le terrain oblige au moins à réexaminer la posture nucléaire de l'Iran. Parce que l'Empire et Israël n'abandonneront jamais, Nima. Tu le sais très bien. Tout le monde en Iran le sait très bien. Ce n'est qu'avec des moyens de dissuasion de ce type qu'on peut tenir. Par exemple, l'Iran dispose d'autres formes de dissuasion qu'il n'a même pas encore utilisées et qui peuvent être encore plus redoutables que de posséder une bombe nucléaire. Mais ils les gardent pour le bon moment. Et ils savent aussi que le seul langage que ces tueurs obsessionnels comprennent, c'est celui-ci. Si un pays a l'arme nucléaire, on ne peut plus rien faire contre lui. C'est la leçon de la Corée du Nord, non? Par rapport à la leçon de la Libye ou de l'Irak. Voilà où nous en sommes, Nima. C'est grave et c'est très compliqué. Je pense que les points que vous avez soulevés sont vraiment essentiels. L'un d'eux, c'est qu'en Iran, on ne veut pas continuer dans cette logique-là. Parce que l'Iran dit, oui, exactement, ces cycles d'attaque. C'est la même stratégie qu'on a vue à Gaza, au Liban. Une guerre sans fin. Et c'est pour ça que, selon moi, ce que les États-Unis essaient de faire dans la région, c'est la même chose. Ils veulent que ça continue, encore et encore, avec des combats, des attaques, ce genre de choses. L'Iran ne veut pas de ça. Je peux assurer à tout le monde que personne ne veut ça en Iran. Ils veulent mettre un terme définitif à la guerre. C'est pour ça qu'ils sont si clairs. Je pense qu'ils savent ce qu'ils veulent. Et quand je parle du résultat, c'est bien de ça qu'il s'agit. Mais les moyens, eux, peuvent passer par des discussions, des négociations, des messages, ou la guerre, même si jusqu'à présent, personne en Iran n'y croit vraiment. Personne ne croit, je parle des décideurs, qu'ils peuvent tout obtenir par la négociation. C'est pour ça que vous entendez le président du Parlement iranien dire que tout sera décidé sur le champ de bataille, puis seulement mis sur le papier. Et c'est la première fois qu'on entend le président du Parlement iranien parler de cette façon. Il a dit, qui gagne la guerre? Celui qui est prêt pour demain, pour le lendemain de l'accord, pour se battre. En gros, il dit qu'il n'y a plus de discussion, plus de négociations. Tout se joue sur le champ de bataille. C'est le champ de bataille qui décidera de l'avenir du conflit, de la situation entre l'Iran et les États-Unis. Je pense que c'est un point essentiel. Et quand on parle du programme nucléaire, qui est tellement sensible, Pepe, tellement sensible. Personne n'en parle. Vous savez, quand on regarde les médias traditionnels en Iran, les médias persans, ils n'en parlent pas. Mais ce que je ressens, en écoutant les quelques discussions qui ont lieu en Iran, c'est que d'après moi, le nouveau guide suprême n'a pas changé la politique de son père, l'ancien guide suprême. C'est comme ça que je le comprends. Je pense qu'il considère toujours la bombe nucléaire comme une arme de destruction massive, quelque chose que l'Iran, à ce moment précis, ne veut pas. C'est ma compréhension. Et avec la situation de guerre, on sait qu'Israël, on a entendu des responsables israéliens parler de l'usage d'armes nucléaires. Même Benjamin Netanyahou a parlé de solution finale pour l'Iran. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un terme historique utilisé par Benjamin Netanyahou. Beaucoup de gens se demandent ce que ça signifie, surtout au regard du comportement d'Israël. Et ils savent très bien qu'Israël ne pourra pas vaincre l'Iran avec des armes conventionnelles. Comme tu l'as dit,
On assiste à une situation très mouvante. Tout change sans arrêt et on ne sait pas vraiment ce qui se passe. La guerre en Ukraine, c'était pareil, comme tu l'as rappelé. Au début, on pensait tous que cette guerre durerait 1 an, peut-être 2. Et maintenant, on approche des 5 ans de conflit. C'est ça la stratégie de l'Empire, Pepe. Ils veulent piéger la Russie, ils veulent piéger l'Iran dans des conflits permanents, dans une guerre sans fin. Absolument. Absolument. Absolutely, absolutely. And so far they are succeeding. But Iran Et jusqu'à présent, ils réussissent. Mais les Iraniens peuvent briser ce cycle. Et ils savent comment le faire, parce que leur réponse, à partir de maintenant, va devenir insupportable pour l'autre camp. Il n'y a pas d'autre issue. C'est la bonne stratégie. Ils doivent accélérer le rythme, c'est évident. Et bien sûr, les Russes observent tout ça et se disent la même chose. Il faut accélérer le rythme. Et eux, ils se battent. La Russie affronte tout l'Occident en même temps. C'est quand même quelque chose. Mais l'Iran, lui, affronte tout ce que l'Empire a lancé contre lui. Et Israël en plus. they are fighting everything that the empire has thrown against them and Israel together. The two most okay. Les deux plus... Bon, The Israeli disons que l'armée israélienne n'est pas vraiment présente sur le terrain. Elle n'existe pas là-bas. Elle est spécialisée dans les frappes aériennes, dans le fait de tuer depuis le ciel, de bombarder et de tuer des civils innocents. Mais ça reste une force de combat extrêmement puissante. Et l'Iran se bat seul contre les deux. C'est déjà considérable. Ce qu'ils ont réussi à faire en moins de 3 mois est absolument remarquable. Et c'est ce qui explique ce sentiment de confiance en soi. D'accord, on va atteindre nos objectifs, comme vous l'avez dit, sur le champ de bataille. Et ensuite, ils devront reconnaître ce que nous aurons accompli sur le champ de bataille. And then they're going to have to recognize what we achieved in the battlefield. So the strategic defeat of the US will Donc, la défaite stratégique des États-Unis sera bien visible aux yeux du monde entier, n'est-ce pas? Et ça nous amène à la question essentielle. Comment un dirigeant, quel qu'il soit, Trump ou un autre, Trump n'est qu'un personnage secondaire, comment un président ou une direction américaine pourrait admettre que l'Empire a été stratégiquement vaincu de cette manière, par une puissance de rang moyen, sous sanction depuis 47 ans. C'est absolument remarquable. Et c'est pour ça que cette guerre est en train de transformer la géopolitique du XXIe siècle, bien plus que ces discussions très polies sur la multipolarité qui, jusqu'à présent, n'ont pas donné grand-chose. Et ce qui aggrave encore la situation, Pepe, c'est le cas du Liban et d'Israël. Il y a quelques instants à peine, le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré que les forces armées iraniennes étaient prêtes et disposées à reprendre la guerre contre Israël à tout moment. Si Israël frappe Beyrouth, l'Iran répliquera. Ce n'est pas une question de savoir si l'Iran répondra ou non. L'Iran répondra à Israël s'ils attaquent Beyrouth. Et je ne vois pas Donald Trump capable de faire quoi que ce soit face à Israël. Israël devient incontrôlable. Ils font exactement ce qu'ils veulent. Non, c'est impossible, Nima. D'abord, il s'en fiche complètement. Ensuite, il ne se soucie pas des victimes civiles, ni à Gaza ni au Liban. Et puis, il cherche une porte de sortie, parce qu'il a fini par comprendre, à sa manière pas très stratégique, qu'il s'est vraiment planté, et pas qu'un peu. Personne ne viendra le sauver de sa propre décision. Il a été trompé par le chef de cette secte mortifère là-bas. Bien sûr que oui. On lui a vendu une guerre éclair, censée durer un week-end. Et maintenant, il est embourbé, sans issue, à moins d'admettre qu'il a subi une défaite stratégique. Et ça, du point de vue impérial, quand un empire en arrive là, c'est fini. C'est la fin de l'empire. Alors, quelle est l'issue la plus plausible? Ce qu'on a aujourd'hui, c'est ni la guerre, ni la paix. What do we have now, which is no war, no peace. And no war, no peace can go on for Et pas de guerre, pas de paix. Ça peut durer des jours, des semaines, des mois. Mais lui, il ne peut pas tenir des mois, parce qu'il a une élection. D'ailleurs, il a déjà perdu les élections de mi-mandat. Il va devenir un président affaibli.
et il va devoir vivre avec ça. Et probablement que des gens vont lui tomber dessus, essayer de le destituer, s'en prendre à sa famille, à ses proches, et ainsi de suite. Il sent bien ce qu'il attend. Et bien sûr, comment pourrait-il obtenir, disons, un accord qu'il puisse présenter comme une victoire, à la fois chez lui et à l'international? Impossible. Les Iraniens ne le laisseront jamais faire. Et c'est ça le plus ironique. Qui détient les cartes? Téhéran. Qui contrôle l'escalade ou la désescalade? Téhéran. Qui décide quand la guerre prendra vraiment fin? Téhéran. Voilà. Yeah. Let me read the breaking news here. Laisse-moi te lire la dernière info, Pep. Here is what Oui. Iran just Voici ce que l'Iran vient d'annoncer. La marine iranienne a déclaré avoir visé un navire de guerre américain dans la mer d'Oman il y a quelques heures. Et ils ont diffusé ces images ici, Pepe. footage here, Pepe. Parce que le CENTCOM disait que c'était pas vrai. Ah, donc maintenant on a les images. They released the video that they Ils ont publié la vidéo montrant qu'ils avaient visé le navire de guerre américain en mer d'Oman. Et ils l'ont diffusé pour confirmer ce qui se passe. what's going on. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses, beaucoup de cibles touchées par des missiles et des drones iraniens, au Koweït, à Bahreïn, aux Émirats arabes unis, je dirais, dont nous ne sommes pas informés, parce que c'est trop sensible dans ces pays. Because they have full censorship in these countries. And of course, Et bien sûr, des navires de la marine américaine se trouvent quelque part dans la mer d'Oman. Aucune question là-dessus. Absolument. Oui, tout à fait. J'essaie de le retrouver ici. Oui, voilà. Donc on revient à la provocation, à l'escalade et à la riposte. Et à partir de maintenant, la riposte sera beaucoup plus dure. Et quand ils disent ça, ils le font. Ce n'est pas une menace en l'air. And when they say that, they follow it. It's not an empty threat. Pepe, the other point, the other dimension before Pepe, l'autre point, l'autre dimension, avant de conclure cette session, je pense, c'est ce qui se passe entre l'Iran et la Chine. On sait à quel point la relation entre l'Iran et la Russie est profonde. Mais avec le temps, c'est en train de devenir pareil entre l'Iran et la Chine. Et comme Kalibaf, le président du Parlement iranien, est chargé des discussions sur cette nouvelle coopération entre l'Iran et la Chine, leurs relations se renforcent de plus en plus. They are deepening the strategic partnership. Absolutely. Yeah. Ils renforcent leur partenariat stratégique. Absolument. Oui, oui. C'est extrêmement important, parce que c'est sans doute, je ne dirais pas le plus compétent, mais le mieux préparé de cette nouvelle équipe au pouvoir. Et ce n'est pas un hasard si on lui a confié cette mission, un poste stratégique d'ailleurs, celui de coordinateur du partenariat stratégique avec la Chine. Et dans le cadre plus large de cet axe Chine, Pakistan, Iran, l'idée est de trouver une forme d'entente avec l'Empire qui semble devenir incontrôlable. Bien sûr, les Chinois savent très bien que cette guerre les vise aussi. Ils sont la principale cible des Américains. Ils savent tout ça. C'est toi qui montrais. Oui, je t'ai vu. Tu montrais encore le missile. Is this you're showing? I thought you were showing the missile again. No, this is- Non, oui, c'est l'article paru aujourd'hui dans The Cradle. Sur The Cradle, oui. On the cradle, yeah. Principal strategic partner. There's no Principal est un partenaire stratégique. Ça ne fait aucun doute. Le partenaire stratégique numéro 1 de l'Iran, c'est la Chine, pas la Russie, la Chine. Là-dessus, il n'y a aucun doute. Et d'après notre source, c'est ce que Dar, le ministre des Affaires étrangères du Pakistan, a expliqué à Rubio. Regardez, les Chinois aident en réalité l'Iran avec du matériel militaire de haute technologie. Et il n'y a rien que vous puissiez faire, ni nous non plus. Ça fait partie de leur partenariat stratégique. Il ne faut pas s'attendre à ce que les Chinois l'annoncent ou le reconnaissent officiellement. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne en Chine. Tout se fait de manière très discrète, en passant toujours par des pays tiers. Through third countries, always. So China always has plausible deniability. La Chine garde toujours une forme de déni plausible. Tout ce trafic passe par l'Asie du Sud-Est, par le Kazakhstan. Il y a plein de possibilités. Rien n'est jamais directement relié à la Chine. Et quand on discute avec des chercheurs chinois, par exemple,
on voit qu'il s'intéresse beaucoup à l'Iran. Si on regarde les meilleurs articles d'analyse dans certains médias chinois non contrôlés par Pékin, la plupart sont liés à l'Iran. Et ils parlent très rarement de l'Ukraine. Parce qu'en ce moment, leur attention est surtout tournée vers l'Union européenne. Et cette nouvelle absurdité, franchement inimaginable, qui vient de l'U-Mering, ils veulent criminaliser la surproduction chinoise. Comment peut-on être aussi stupide? Les Européens sont incapables de produire des choses que les autres ont envie d'acheter, alors que les Chinois, eux, fabriquent des produits que toute la planète veut acheter. Et maintenant, les Européens vont les criminaliser. C'est d'une stupidité sans nom. Évidemment, les médias chinois parlent de ça. Ils évoquent à peine la guerre en Ukraine. Mais l'Iran, ah oui, ça ils en parlent. Et il y a des analyses vraiment très solides. Ils reconnaissent qu'en Asie de l'Ouest, l'Iran est un partenaire stratégique essentiel pour la Chine. Même si, bien sûr, ils entretiennent de bonnes relations avec presque tout le monde, à la manière chinoise, n'est-ce pas? Ils font des affaires avec tout le monde. Mais quand il s'agit d'un ancrage stratégique précis, dans une Asie de l'Ouest post-américaine, les Chinois misent tout sur l'Iran, sans la moindre hésitation. Le monde change, Pépé, et il change profondément. Comme Xi Jinping l'a dit à Vladimir Poutine, Nima, exactement. C'était en 2023, il y a seulement quelques jours à Pékin. Exactement. Obrigado, Pepe. Obrigado a você. Merci. Opa, minuit. Dans pas longtemps, je vais dormir 2-3 heures, puis me lever et aller à l'aéroport. Exactement. Bon voyage, Pep. Merci, merci beaucoup. La semaine prochaine, on parlera de ce qui s'est passé à Saint-Pétersbourg. Oui, bien sûr. À très bientôt, Pepe. À très bientôt, Nima. Tous mes vœux, et tous mes vœux aussi à vous, notre public. Merci d'avoir été si patient en suivant l'une des histoires les plus folles qu'on ait jamais vues. Et maintenant, avec ce nouveau rebondissement, voyons un peu ce que contient l'information qu'on a reçue. On y reviendra la semaine prochaine aussi. Santé, santé. Merci. Cheers. Cheers. Thank you.